En 1980, 4 ans après sa création, Apple caracole en tête des fabricants de micro-ordinateurs. La multinationale IBM riposte en commercialisant son PC en 1981. Le PC d'IBM connaît un succès immédiat dans le monde des entreprises, et comme il est très facile à copier, de nombreux constructeurs se mettent à fabriquer des machines compatibles. Mais le grand public demeure insensible au charme des micros, d'un usage encore très rébarbatif. Pour que tout un chacun ait envie d'en acheter un, il fallait une véritable révolution. Nous sommes le 24 août 1995. Dans la banlieue de Seattle a lieu une grand-messe à la gloire du dieu logiciel. C'est le lancement de produit le plus grandiose de toute l'histoire de la micro-informatique. Le lancement de Windows 95. L'homme qui va présider la cérémonie est l'un des hommes les plus riches du monde. Bill Gates, la star, le PDG, le super programmeur et le chef spirituel de Microsoft. Thank you, Jake. Avec Windows 95, cet homme vient de franchir une étape de plus vers la concrétisation de son rêve. Voir tous les micro-ordinateurs du monde utiliser les logiciels Microsoft. Nous voulions que les gens se rendent vraiment compte à quel point Windows 95 rend l'informatique simple, efficace et amusante. Notre croisade solitaire a duré 7 ans. Toute cette publicité nous affirme que Windows 95 est l'avancée technologique la plus importante depuis la création de la micro-informatique. Bill Gates prétend que ce nouveau système va rendre les micros tellement faciles à utiliser que même ma mère voudra en acheter un. Mais vous savez quoi ? La plupart des idées de Windows datent de 20 ans. Cette grande foire du logiciel célèbre l'aboutissement d'un long périple. 20 ans d'engagement passionné, de paris sur l'avenir, de virages à 180 degrés, de rivalité, d'alliance et de trahison. Cette fête couronne la stratégie commerciale de Bill Gates. En 2 mots, on n'a pas besoin pour réussir d'innover ou d'être le meilleur, à condition de posséder une diabolique habileté à tirer parti des occasions qui se présentent. Et la façon dont Microsoft a su s'approprier le concept d'interface graphique serait digne de figurer dans un manuel. Leçon numéro 3 du cours de rattrapage en informatique élémentaire. Les premiers micro-ordinateurs étaient d'un usage difficile, en partie parce qu'ils étaient archaïques et en partie parce que les informaticiens ont tendance à préférer la difficulté. Voilà un PC IBM de 1983 où j'ai tapé une lettre à mon banquier lui demandant de m'aider à devenir riche vite. Maintenant, je veux classer cette lettre. Attention, après il y aura un test. Je dois taper copy, C, 2 points, anti-slash, riche vite, point, doc, espace, A, 2 points, anti-slash, demande, et entrée. Pas évident. Voici un autre PC tout récent qui est équipé de Windows. On va faire exactement la même chose. Voilà mon document richevite.doc. Je le range dans le dossier « Demande ». Je confirme. Et voilà. Des images au lieu de mots, qui suppriment tout apprentissage. Ça s'appelle une interface graphique, un GUI en jargon de Silicon Valley.
Il a fallu 10 ans pour en arriver là. C'est cette épopée technologique que ce film va raconter. Il va aussi raconter comment Bill Gates est devenu le maître de l'univers des GUI. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un conte de fées. Tout a commencé en 1971 à Palo Alto, au sud de San Francisco, où la société Xerox, leader de la photocopie, avait créé un centre de recherche connu sous le nom de PARC. À l'époque, les dirigeants de Xerox se disent que si le papier est amené à disparaître au bénéfice des écrans, c'en sera fini des photocopieurs. Pour assurer l'avenir de Xerox, ils engagent une équipe d'informaticiens et leur demandent d'inventer le bureau électronique du futur. Nous voulions faire entrer la technologie informatique dans le cadre d'un bureau pour transformer celui-ci en un lieu à la fois plus productif et plus agréable, beaucoup plus agréable, plus intéressant et plus enrichissant. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Le directeur du labo, Bob Taylor, instaure une méthode de travail originale privilégiant les débats d'idées. Toutes les salles de réunion sont meublées avec des poufs, un aménagement visant à stimuler l'activité cérébrale. On disait alors que sur les 100 meilleurs informaticiens du monde, au moins 58 travaillaient au parc. En réalité, l'effectif du labo n'a jamais dépassé 50 personnes. Mais 50 génies travaillant de concert sont capables d'inventions phénoménales, surtout quand on leur donne toute latitude pour se plonger dans la recherche fondamentale, en leur fournissant des ressources illimitées et sans les soumettre à des contraintes de fabrication et de commercialisation. Au parc, on baignait dans une atmosphère électrique, une totale liberté intellectuelle. Il n'y avait pas d'idées reçues. On avait le droit de tout remettre en question et on ne s'en privait pas. Les dirigeants nous ont dit « Allez-y, créez le monde de demain. Nous n'y comprenons rien. Vous êtes tous des jeunes gens bourrés d'idées, de talents et d'énergie. » Chacun venait là spécifiquement pour travailler pendant 5 ans sur le projet dont il rêvait. Nous voici chez Xerox dans la salle des ordinateurs, au sous-sol du centre de recherche de Palo Alto. Cette pièce existait déjà il y a 25 ans et aujourd'hui elle est remplie de toutes sortes d'ordinateurs. Parmi eux, il y en a un que je tiens à vous montrer. Le voilà. C'est un ordinateur Alto construit en 1973 ici. Certains le considèrent comme le premier ordinateur individuel. En réalité, il ne l'est pas pour 2 raisons. Il n'a jamais été commercialisé et rien que ses composants coûtaient environ $10 000. Mais il contient tous les éléments d'un micro moderne. Sans lui, nous n'aurions ni les Macintosh, ni Windows, ni beaucoup d'autres choses dont pourtant aucune ne porte aujourd'hui l'étiquette Xerox. Ce film d'entreprise réalisé par Xerox au milieu des années 70 montre à quel point l'Alto était révolutionnaire. Au lieu des commandes cabalistiques, indéchiffrables par le commun des mortels, il offre la simplicité d'une interface graphique et de son pilote, la souris. Grâce à l'impression laser, on obtient sur le papier exactement ce qu'on voit sur l'écran. Cela nous paraît banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'avant-garde. On voulait tous créer quelque chose de vraiment différent. On pensait qu'on allait changer le monde et que quand nos travaux aboutiraient, la micro-informatique allait exploser comme on l'avait prévu et prendre tout le monde au dépourvu. Mais les brillants chercheurs du parc n'ont jamais pu convaincre les patrons de Xerox du réalisme de leur vision. Au siège de New York, personne n'a eu assez d'imagination pour exploiter cette technologie révolutionnaire. Dans l'entreprise, personne n'était préparé à accepter nos idées. Il y avait un énorme décalage entre la direction et les chercheurs. Les dirigeants n'avaient jamais tenté d'imaginer le bureau de demain. Leur cerveau ne parvenait pas à transformer les idées qu'on leur présentait en objets réels. C'était très frustrant de parler à des gens qui ne comprenaient pas notre vision de l'avenir. Une vision qu'on élaborait jour après jour à Palo Alto, sans personne pour la recevoir à l'arrivée. Cependant, à quelques kilomètres de Palo Alto, un homme est prêt à embrasser la vision des chercheurs du parc.
L'homme le plus dangereux de Silicon Valley a ses bureaux dans cet immeuble. On l'aime et on le déteste, souvent les deux à la fois. Pendant 10 ans, à la force du poignet, il a obligé toute l'industrie micro à suivre le cap qu'il avait déterminé. Il ne s'agit pas d'un requin motivé par l'argent et par